gamers et fans de Final Fantasy, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Mille et une merveilles d'Hello Baba, cette fois-ci consacré au mythique Final Fantasy VII ainsi que ses spin-offs. Je ne parlerai pas en revanche du remake puisque j'ai peur que ça fasse un format un petit peu long. Là déjà vous allez voir avec 3 jeux et un film, on a déjà de quoi faire. Je tiens également à remercier tous ceux qui me suivent. Le dernier épisode de cette rubrique était consacré à Kingdom Hearts, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous le souhaitez, il y avait également de très belles choses. Je vais tout de suite commencer avec le mythique Final Fantasy VII qui était donc sorti sur PlayStation en 1997. Alors, il est peut-être encore davantage mythique en France, en Europe, puisque c'était le premier épisode de la série à être sorti chez nous. Là où aux États-Unis, ils en avaient eu plusieurs, notamment le 6 qui est également très réputé. C'était le passage à la 3D, c'était le passage aussi chez Sony avec la PlayStation 1, alors qu'avant c'était uniquement chez Nintendo. Donc un épisode qui a bercé beaucoup d'enfance. Alors je vais pas vous mentir, ça n'a pas bercé la mienne, j'ai vraiment découvert le jeu sur le tard, la série un petit peu moins, mais j'y reviendrai un petit peu après. Mais voilà, ça fait partie quand même des jeux mythiques de la PlayStation 1 et c'est très très bien vendu. Ça a vraiment lancé, au-delà de la série, vraiment une mode du RPG, du JRPG. Donc c'est vraiment un jeu qu'il faut absolument posséder dans sa collection. D'autant qu'il s'est tellement bien vendu que même en tant que JRPG, ça reste un jeu accessible financièrement. Vous le voyez, il y a une petite signature, alors non pas sur la jaquette directement comme j'aime à le faire, mais plutôt sur le boîtier. Alors je ne sais même plus ce qui s'est passé exactement. Je pense que j'avais uniquement un feutre compatible avec ce type de support. J'avais donc rencontré Yoshinori Kitase qui a dirigé le projet Final Fantasy VII lors d'une Gamescom. Alors il me semble que ça va être la 2019 si je ne dis pas de bêtises, pour Final Fantasy VII Remake. Donc je me suis perdu en tant que fan de lui demander une petite dédicace sur le boîtier ainsi qu'une petite photo. Je l'avais d'ailleurs recroisé à l'occasion d'un petit event quelques mois avant la sortie du remake et j'avais fait dédicacer pour le coup d'autres épisodes et directement sur la jaquette. Alors je ne vais pas trop rester longtemps non plus sur le jeu. Je vais passer tout simplement à la version japonaise, hein. J'aurais même pu commencer par celle-ci. Alors moi j'aime beaucoup à chaque fois les jaquettes de Final Fantasy qui sont très sobres. Je crois que ça l'est resté quasiment jusqu'au 13. Je vous montre rapidement l'intérieur puisque ensuite je vais vous montrer une petite variante qui change un petit peu. Donc avec ces boîtiers PlayStation 1 qui sont pas non plus les plus solides. Je continue avec Final Fantasy VII International, donc qui est sorti un petit peu plus tard. C'est une version en fait, alors les versions internationales, j'en ai déjà parlé, c'est l'équivalent des Final Mix pour Kingdom Hearts, donc c'est des versions qui ressortent plus tard au Japon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en général, les jeux sortent d'abord dans ce pays, puis ils mettaient à l'époque quelques mois à sortir en Occident, donc d'abord aux États-Unis souvent, puis en Europe. Et donc c'était l'occasion pour les développeurs, pendant que la traduction se faisait, de sortir quelques petits ajouts supplémentaires. Donc c'était le cas pour Final Fantasy VII. Donc je crois que c'est vraiment quelques petits points mineurs, notamment sur le gameplay. Mais ça permet quand même d'avoir une petite version très jolie. C'est pour ça que je voulais aussi vous montrer les CD. Et puis on passe de 3 CD à 4, puisque vous avez un 4e CD qui s'appelle le Perfect Guide et qui va contenir vraiment plein d'informations sur l'univers du jeu, sur les personnages. Donc voilà, un petit ajout sympathique pour les Japonais et aussi pour qu'ils ne se sentent pas trahis par rapport au public occidental. Pour jouer à Final Fantasy VII aujourd'hui, en dehors des shops online ou d'autres solutions un peu moins, autorisées, c'est pas le bon mot, je le mettrai en image, vous pouvez vous procurer le jeu dans cette compilation Switch, qui comprend le Final Fantasy VII et le Final Fantasy VIII Remastered. C'est un petit peu la roulette à chaque fois ces versions, puisque le 8 par exemple est ressorti sur PS4 tout seul, voilà, c'est le seul qui existe en boîte sur PS4 parmi le 7, 8, 9. Le 9 il existe sur Switch également chez nous, mais en code de téléchargement, alors qu'au Japon il est sorti sur la petite cartouche comme ici, mais d'ailleurs il n'est plus à l'intérieur puisque j'y ai joué, hein, j'ai joué l'été dernier, je vous raconterai un petit peu ça plus tard. Voilà, donc si vous voulez vous lancer dans Final Fantasy VII aujourd'hui, je vous conseille en tout cas cette version Switch. L'avantage, c'est que le jeu a quand même vraiment vieilli, hein, avec ses modèles 3D. L'avantage, pardon, je me répète, de la Switch, c'est de pouvoir y jouer quand même en version portable, ce qui atténue un petit peu cet effet de vieillissement. Et puis cette version contient aussi quelques ajouts, notamment la possibilité de multiplier le temps
par 3, de jouer 3 fois plus rapidement. Alors, les aficionados du JRPG vont peut-être créer au scandale, mais moi je trouve que ce sont des bons ajouts pour la qualité de jeu du joueur, pardon, enfin la qualité de vie du joueur entre guillemets, parce que c'est pas évident pour tout le monde de faire tous les gros classiques de jeux vidéo, surtout des JRPG qui durent plusieurs dizaines d'heures, et ça a l'avantage aussi d'éviter à chaque fois de se rebattre contre des monstres lambda. Moi c'est plutôt dans les combats standards que je m'en sers, là où contre les combats de boss je m'en suis absolument pas servi. Et également quand on doit faire vraiment de multiples allers-retours sur la map. Voilà, alors après chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire, moi en tout cas je m'en suis servi de cette option et je trouve que c'est plutôt agréable, ça me permet quand même de vraiment découvrir l'univers du jeu. Moi c'est ce qui m'intéressait, le challenge ne m'intéressait absolument pas, donc c'était vraiment découvrir l'univers du jeu et sa base, tout simplement parce que même aujourd'hui en fait il ne faut pas passer par remake pour découvrir Final Fantasy VII. Le remake apporte quelque chose de nouveau, un regard nouveau sur Final Fantasy VII, part dans une nouvelle direction et il se base là-dessus en fait. Ça c'est la base, vous êtes presque obligé de le faire si vous voulez comprendre tous les enjeux du remake. Donc voilà, je vous le conseille en tout cas, surtout avec les petites options de vie dont j'ai parlé. Final Fantasy VII a été un tel succès que Square Enix a ensuite décidé, quelques années plus tard, au début des années 2000, d'étendre l'univers avec compilation of Final Fantasy VII. Alors tous les projets ne sont pas arrivés jusque chez nous, notamment le jeu mobile Before Crisis, mais nous avons eu droit notamment, alors je vais peut-être dire une bêtise sur la date, mais ça va être 2004-2005, à Final Fantasy VII Advent Children, qui est donc un film qui se passe 2 ans après les événements du jeu. On retrouve les personnages, on retrouve aussi quelques nouveaux personnages, des personnages inédits. Alors, je vais pas vous mentir, là ça va être l'instant confession. Justement, je disais plutôt que je n'avais pas commencé l'univers, la série avec Final Fantasy VII. En fait, j'ai découvert, je pense, Cloud et l'univers de FF7 grâce à ce film. Voilà, donc c'est pas habituel, mais j'ai commencé par Advent Children, je l'ai vu en fait. À l'époque, j'étais adolescent, il y a pas mal de copains qui connaissaient déjà ce film. Donc c'est comme ça que j'ai découvert. Je vous dis que je ne suis pas sûr parce que vu que je suis très fan de Kingdom Hearts, j'ai aussi découvert le personnage de Cloud et celui de Sephiroth à travers la série. Mais voilà, en tout cas, le premier Final Fantasy VII, entre guillemets, bah, c'est Advent Children, c'est le film. Voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave avec le recul, hein. Donc c'est une édition ici DVD collector limitée et numérotée. Alors, de ce que j'ai lu, il y a 77 777 exemplaires, ce qui me paraît énorme. Donc je pense pas que ce soit le cas, ou alors c'est à travers le monde. Moi j'ai le numéro 778, ce qui est dommage parce que si j'avais eu 777, ça serait parfait. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Déjà, je suis content, c'est en dessous de 1000, c'est quand même cool. On retrouve Tetsuya Nomura, oui, alors je l'ai pas dit, mais il avait aussi co-dirigé un petit peu le projet Final Fantasy VII. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de galons chez Square Enix parce que, en dehors d'avoir créé la meilleure licence de jeux vidéo, c'est-à-dire Kingdom Hearts, eh bien, il a été très important sur tout ce qui est Final Fantasy également. Alors, dans ce coffret, qui est vraiment, je trouve super beau en fait. Vraiment, j'adore la couverture avec Cloud. Ce que j'aime, alors je vous montre un petit peu le contenu. Donc il y a l'édition double DVD, voilà, assez classique avec les DVD qui s'en vont, pardon. Voilà, c'est des petits plutôt sympa. Voilà. Donc ça, c'est une édition de DVD que vous trouverez de manière très facilement. Même l'édition collector reste vraiment facile à trouver aujourd'hui. On retrouve également le script de Final Fantasy VII Advent Children. Alors je crois que j'avais regardé, oui, il est en anglais, il n'a pas été traduit pour l'occasion. Voilà, bon, ça c'est un petit goodie supplémentaire, mais honnêtement, même si j'aime le cinéma, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Alors, la nouvelle Final Fantasy VII Advent Children, alors il me semble que ça fait partie de toutes les séries de nouvelles créées par le scénariste de FF7, Nojima, dont font partie, reliées par le livre qui s'appelle One Way to a Smile. Bon, voilà. Là encore, ce n'est pas traduit, donc ça c'est un petit peu dommage. Et bon, c'est pas non plus la manière peut-être la plus agréable de le lire. One Way to a Smile, si je ne me trompe pas de titre, ou On Way, je ne sais plus, est sorti en France en tout cas. Il est édité en France, il coûte 20 €, donc si jamais vous voulez vous pencher dessus, ça peut être l'occasion. Et puis on a une petite série de cartes postales que je vais vous montrer rapidement. Alors ça c'est l'image un petit peu, l'artwork le plus connu. Moi j'aime beaucoup le style de Cloud dans ce Advent Children. Honnêtement je préfère même à l'original. Alors j'espère encore une fois que c'est pas que ça ne va pas effrayer les passionnés de Final Fantasy VII, pardon, mais voilà, j'aime beaucoup ce look en tout cas.
Et il faut savoir, alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, mon pseudo c'était Cloud80, donc voilà, là je suis un petit peu mon coming out de ce côté-là, on va dire, mais ouais, c'est vraiment avec Advent Children que j'ai commencé, et avec du coup, bah, pour moi c'était lui Cloud en fait, avant de connaître les pixels de Final Fantasy VII. Voilà, j'espère que je ne vais choquer personne là-dedans, mais il faut comprendre, il faut être ouvert d'esprit, comprenez-moi, s'il vous plaît. Alors, je continue avec Advent Children, avec la version Blu-ray. Alors, je tenais rapidement à montrer, donc ça c'est la version française, qui s'appelle Complete. Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté notamment à peu près 30 minutes de scénario et je crois qu'ils ont aussi remanié quelques scènes. Je voulais en profiter pour remercier Epsilon, voilà, s'il regarde la vidéo, puisque j'avais le Blu-ray uniquement version normale et on en avait parlé, il avait été très sympa puisque lui il l'avait en double avec cette petite étui cartonnée qui est vraiment superbe et donc il me l'avait envoyé. Donc c'était très sympa à lui. Merci encore si tu me regardes. Et on va finir quand même par un petit goodies un peu plus original puisque ce n'est pas sorti en France. Alors lui je l'aime beaucoup. Ça m'a pas coûté très cher mais je trouve que moi je trouve la pièce super en fait. C'est une version japonaise du Blu-ray d'Advent Children mais avec une particularité. Donc nous avons deux disques, deux boîtiers pardon, à l'intérieur. Alors hop, je vais cacher le deuxième. Donc le premier donc c'est Final Fantasy VII Advent Children et le deuxième. Alors là je m'en souviens encore beaucoup avec un peu de nostalgie puisque encore une fois c'était la jeunesse. Même si cet épisode a été beaucoup écrit, et bien c'est la démo de Final Fantasy XIII avec Lightning que l'on retrouve ici. Donc il me semble que ça reprenait la première heure ou les premières heures du jeu. Là je me souviens encore des magazines où on découvrait les premières images de Final Fantasy XIII. Encore une fois un jeu qui a fait débat et je le comprends même si aujourd'hui il tend peut-être un petit peu réhabilité. Mais voilà, moi c'est vraiment des gros souvenirs de jeunesse. Parce que voilà, moi Final Fantasy, j'étais un petit peu jeune pour y jouer quand c'est sorti sur PlayStation 1. Par contre, j'ai vraiment découvert la série plutôt avec les épisodes 10 et les suivants. On va continuer avec, je parlais de Final Fantasy X, la transition est toute trouvée, avec Dirge of Cerberus sur PlayStation 2, qui est un spin-off consacré à Vincent Valentine, sorti en 2006 si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit d'un TPS qui est plutôt médiocre, pardon, si j'en crois la critique. Alors j'aime beaucoup pourtant les artworks de cet épisode. Celui-ci se déroule un an après Advent Children, donc 3 ans après Final Fantasy VII, si vous avez bien tout suivi. Donc voilà, je ne vais pas faire semblant, je n'y ai pas encore joué. J'aimerais bien quand même l'essayer un jour. J'aime notamment, alors le personnage de Vincent Valentine, c'est rigolo puisque c'était un personnage bonus de Final Fantasy VII. Et il a vraiment gagné en popularité par la suite, donc en étant présent dans le film et en ayant son propre jeu avec cette version PlayStation 2. On va continuer justement sur les personnages un petit peu qui gravitent autour de ce monde de Final Fantasy VII, avec sans doute l'épisode le plus populaire en dehors du jeu original, c'est Crisis Core Final Fantasy VII. Alors hop, j'ai commencé directement par la version japonaise, donc je vais montrer les deux. Version européenne, version japonaise. Une très 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 belle exclusivité pour la PSP à l'époque, pour la console portable de Sony. Je pense que c'est clairement ce genre d'exclusivité qui a manqué pour que la Vita renoue avec le succès de la PSP. Voilà, en tout cas ça faisait quand même des beaux jeux, hein, c'était pas le seul. On avait aussi un Kingdom Hearts, les Dissidia Final Fantasy et d'autres. Voilà, et si bien que Crisis Core va enfin sortir sur de nouveaux supports avec des portages HD qui sont prévus en fin d'année 2022. Mais voilà, jusque-là, il fallait passer par la PSP pour y jouer. C'est un épisode qui se passe 7 ans avant Final Fantasy VII et où on découvre le passé de certains personnages très importants pour la saga. Sephiroth, Zack, dont la tête est un petit peu cachée ici, c'est normal, c'est pour faire un jeu autour de l'épée qu'aura ensuite Cloud. Et c'est vraiment un très bon jeu, surtout sur l'histoire qui a une grosse importance. C'est du action RPG. Je me rappelle pas forcément avoir passé un excellent moment sur le système de combat. Mais en tout cas, si vous êtes fan de l'épisode original, il faut vraiment le faire pour, encore une fois, étendre l'univers. On attend de voir si la version PS4, PS5, etc., enfin la version remaster tout simplement, qui s'appelle Réunion si je dis pas de bêtises, va nous proposer quelques petites modifications. Alors les développeurs ont dit que non, mais honnêtement, vu ce qui se passe dans Final Fantasy VII Remake, ça m'étonnerait. On verra bien en fin d'année, en tout cas j'ai assez hâte. Et puis une petite curiosité que vous ne connaissez peut-être pas, c'est l'édition, on va dire collector, elle n'a pas de nom cette édition, alors je te baptise édition collector, de Crisis Core. Alors si vous voyez ce petit logo, vous le reconnaissez peut-être, c'est le logo allemand, l'équivalent allemand du PEGI. Alors,
cette édition, je la connaissais absolument pas avant de l'acheter, donc elle contient le jeu de manière très toute classique, ainsi qu'un petit artbook. Donc on vous mettra quelques petites images sur le côté. J'aime beaucoup déjà le design de cette boîte. Et alors il faut savoir que ce collector n'est pas sorti en France, et il était disponible en Angleterre et donc du coup aussi en Allemagne. Je me souviens notamment sur un forum quand j'en avais parlé, quand je l'avais mis en photo, il y avait une personne qui était assez surprise de voir qu'il était aussi sorti là-bas. Donc je ne sais pas s'il est vraiment très courant. Moi je l'avais pas payé très cher, mais en tout cas c'est plutôt sympa d'avoir une belle petite édition. Pareil, alors si vous la possédez, je serais curieux de savoir si j'ai un Sunfade sur mon jeu, puisque comme vous le voyez, la tranche est très très jaunie. Alors je sais que ça dépend aussi des fois de certaines éditions, mais voilà, si vous avez l'information, n'hésitez pas, ça m'intéresse. On continue avec Crisis Core, avec un très très bel objet. Je parlais de PSP tout à l'heure, en fait ma première PSP à un moment, le lecteur UMD a lâché, et au moment de m'en racheter une, je suis tombé sur une belle annonce, même si la boîte, vous allez voir, n'est pas en excellent état. C'est la PSP Final Fantasy VII Crisis Core, que j'étais vraiment très très content de pouvoir prendre. Alors comme vous voyez, elle est un petit peu arrachée à certains endroits, mais encore une fois, je l'avais vraiment pris à un excellent prix, sachant que moi c'était surtout pour jouer à la base. Donc quand j'ai pu trouver ce modèle à vraiment un bon prix, je l'ai pris tout de suite. Je l'aime beaucoup cette PSP, elle est vraiment magnifique. Alors surtout grâce à l'artwork de Tetsuya Nomura qui reprend Cloud, Zack et Sephiroth pour les 10 ans de Final Fantasy VII. D'ailleurs, c'est même pas écrit Crisis Core, c'est vraiment Final Fantasy VII 10e anniversaire. Donc elle est vraiment magnifique. En Europe, elle n'était pas sortie en édition limitée, contrairement au Japon. Alors je vais peut-être encore me tromper d'exemplaires, je dirais 7777 exemplaires. Ils aiment bien jouer avec les chiffres. Je ne pense pas que 77 000, pardon, je me trompe peut-être, mais ça me semblerait plus raisonnable. En tout cas, 7777. Voilà pour les objets, les jeux pardon, un petit peu classiques de la série. Je vais terminer maintenant avec les guides et les quelques OST que je possède. Alors justement, je vais commencer par elle, par la soundtrack de Final Fantasy VII, donc dans un étui cartonné très sympa, pardon. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est le petit livret qui est avec, où on retrouve les artworks d'Amano. Enfin quelques-uns en tout cas, il me semble en troisième page également. Donc ça c'est toujours chouette à retrouver. Voilà. Le petit bémol sur cette édition, c'est notamment son boîtier, qui reprend un boîtier assez classique en verre, alors que moi j'aime beaucoup tout ce qui est les OST avec tous les packaging très cartonnés à l'intérieur, comme celle de Final Fantasy XIII dont j'en parlais tout à l'heure. Mais voilà, ça reste quand même un jeu culte et il me semble que ça reste important de posséder la soundtrack. Pardon. Je continue avec Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Alors là, c'est une édition japonaise de l'OST que j'aime beaucoup. Alors, il y avait notamment un tissu assez grand que j'ai mis sur une table, on vous le mettra en incrustation. Et donc, la soundtrack dans un boîtier DVD, donc sur 2 disques. Donc, il y a quand même 53 morceaux. Voilà, bon, les boîtiers DVD classiques avec le petit volet pour pour mettre les 2 DVD, pardon. Et je voulais également vous montrer, parce que je me suis rendu compte que je l'avais rangé à l'intérieur de ce coffret, pardon, la version asiatique. Alors oui, je dis pas japonaise, je veux dire asiatique, puisque en fait, vous voyez, il n'y a pas de logo sur cette version de Dirge of Cerberus, tout simplement parce que, de ce que j'ai compris, c'est une version de Hong Kong. Donc voilà, dans la collection, c'est pas forcément très réputé et autres. C'est une version que j'ai payé quelques euros, donc moi ça me va tout à fait pour retrouver cette jaquette brillante. Ça fait penser un petit peu au Kingdom Hearts avec ce type d'édition. Voilà, et j'aime beaucoup l'artwork choisi pour Dirge of Cerberus. Vous voyez, ça tranche complètement avec l'artwork qu'on a eu. Je trouve que là, on a vraiment un côté très vampirique déjà qui est tout de suite installé avec cet artwork qui est magnifique. Je termine avec alors c'est le seul objet Final Fantasy VII Remake que vous verrez, c'est un vinyle qu'ils ont sorti donc à l'occasion du remake de Final Fantasy VII. Alors je l'aime beaucoup parce qu'ils ont eu une super idée je trouve à l'intérieur, donc il y a 2 vinyles. Alors le packaging qui reprend l'épée de Claude, bon ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Je vais vous montrer l'intérieur en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Alors c'est très sobre, c'est vraiment super classe je trouve. Et donc vous avez un vinyle remake, je commence par celui-ci, d'ailleurs c'est bizarre. Je commence par le remake donc avec Sephiroth d'un côté et Cloud de l'autre, et puis
la même chose, mais en version PlayStation 1. Du coup, alors je vais essayer de vous les sortir sans faire n'importe quoi. Donc on va commencer cette fois dans le bon sens avec Final Fantasy VII pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop, pour éviter les reflets. Ils sont vraiment superbes. Voilà, donc avec Cloud, Sephiroth derrière. C'est une scène mythique, hein, évidemment. Sans doute le plus grand méchant du jeu vidéo. Hein. C'est vraiment une scène, je pense, que tout le monde a vu, en tout cas pour peu qu'on aime un minimum le JRPG. Et donc cette scène, elle était présente dans Final Fantasy VII Remake. Donc on retrouve Cloud, là aussi encore scène mythique, hein, Cloud devant Midgard de dos. Et donc Sephiroth de cette manière. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment une excellente idée de les d'avoir fait ce type de vinyle. Donc avec une sérigraphie, si je ne dis pas de bêtises, directement dessus. J'espère que je vous le sors un petit peu pour éviter les reflets. Voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un objet magnifique. Les vinyles de Square Enix ont tendance à coûter un petit peu cher. Celui-ci, je crois que c'était un petit peu moins de 60 €. Donc ça reste quand même assez correct, vu quand même le packaging très classe de l'ensemble. Voilà. On va pouvoir maintenant terminer avec tout ce qui est livre. Alors il y en a eu beaucoup sur Final Fantasy VII, hein. Évidemment c'est un jeu culte, donc il y a eu beaucoup d'ouvrages. J'en ai vu un d'ailleurs de Pixel Love qui vient enfin de sortir, que je n'ai pas. Hein. Je commence de manière très très classique par le guide de Crisis Core. Voilà, juste pour vous informer qu'il existe en version française. D'ailleurs il y a un guide de Final Fantasy VII qui existe également en français, mais qui est assez rare pour le coup à trouver, contrairement au suivant. Voilà, donc il est assez cher si on veut mettre la main dessus. Moi c'est pas forcément ce qui me passionne le plus, les guides, mais j'aime bien pour retrouver notamment, encore une fois, les magnifiques artworks de Tetsuya Nomura. Maintenant on va pouvoir passer un petit peu à d'autres types de livres avec, alors si vous les connaissez maintenant, ils ont fondé la maison d'édition Third Editions. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc là c'était encore Console Syndrome à l'époque. Je crois qu'il se faisait éditer justement par, oui c'est ça, par Pixel Love, c'est écrit au dos. Donc ça c'est la première version, hein, de la légende Final Fantasy VII. Ça existe toujours, mais c'est normal, vous ne trouverez pas la même couverture puisque maintenant ils sont indépendants, ils ont pris leur envol depuis pas mal d'années, ils ont sorti pas mal de livres. Donc c'est tout simplement un livre qui va revenir sur le développement de Final Fantasy VII, qui va décrypter un petit peu les différents thèmes, l'histoire, etc. Donc si vous voulez revenir sur l'univers de Final Fantasy VII et que vous aimez la lecture, je vous le conseille. Ça fait quand même pas loin de 300 pages. C'est pas un livre donc avec des images, etc., des artworks, hein, c'est vraiment un livre pour pousser l'analyse sur le jeu. Je continue justement avec Third Editions, avec un livre que vous connaissez peut-être moins, pardon, qui s'appelle Les Mémoires de FF7, Confession des créateurs. Alors il existe en deux versions, il y a une version un peu plus jolie avec un coffret vraiment chouette. Moi je l'avais chroniqué pour le site Jeux Vidéo Live, donc j'ai la version classique. Je vous le conseille, ce livre, si vous ne le connaissez pas et que vous êtes fan du jeu, parce qu'on va retrouver vraiment des propos très intéressants. Donc c'est écrit mémoire des créateurs, mais il n'y a pas que en fait. Donc au-delà justement de toutes les anecdotes sur le développement du jeu, le passage de Nintendo à Sony, il y a aussi pas mal d'informations concernant le doublage du jeu. Vous savez que le doublage français était assez catastrophique, et ben on a des éléments d'explication dans celui-ci dans ce livre, avec des interviews, le portage sur PC de Final Fantasy VII, puisque oui, il est sorti sur PC, tout comme Final Fantasy VIII, et tout ça c'est vraiment très intéressant à découvrir. Donc si je pouvais vous en conseiller un, si vous êtes vraiment fan de Final Fantasy VII et que vous ne le possédez pas, c'est celui-ci, en plus des autres. Et puis je vais terminer par deux livres qui sont édités par Mana Books en France. Alors ils font vraiment des chouettes choses, Mana Books. Alors je vais commencer par l'encyclopédie officielle Memoria Ultimania des épisodes 7, 8, 9. Alors Memoria Ultimania, c'est les espèces de cross-bible du jeu à chaque fois, qui vont vraiment revenir sur tous les éléments de l'univers, les personnages. C'est vraiment super intéressant et toujours richement illustré. Voilà, je vous montre par exemple donc la page avec Cloud. C'est vraiment un très très chouette boulot, et on aimerait avoir la même chose pour Kingdom Hearts. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Chaque fois on demande sur la page Facebook, je vois que je ne suis pas le seul, mais bon, ça n'arrive toujours pas.
Et dans le prolongement de ce livre, il y a aussi un Final Fantasy VII Ultimania, donc c'est un petit peu le même concept, toujours chez Mana Books, mais cette fois qui se consacre donc uniquement à Final Fantasy VII, à son univers. Donc le premier livre que je vous ai montré, il revient sur les épisodes 7, 8, 9, donc uniquement Final Fantasy VII, là où celui-ci revient sur Final Fantasy VII et ses spin-offs, hein. C'est les épisodes dont je viens de vous parler, c'est pour ça notamment qu'on retrouve Zack sur la jaquette. Donc c'est pareil, on a toujours un livre très richement illustré. Encore une fois, c'est un petit peu un incontournable pour les fans de Final Fantasy. Ça me permet de conclure justement cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir été complet. Je n'ai pas parlé notamment de figurines parce que j'avais peur que la vidéo soit trop longue. Il y a notamment les Amiibo de Cloud sortis par Nintendo. Il y a les Play Arts, etc. Bon, après, c'est quasiment sans fin. C'est un épisode qui a généré beaucoup de produits dérivés, qui reste encore à ce jour sans doute le Final Fantasy le plus populaire, qui a vraiment une aura impressionnante, et avec le remake qui est sorti, et j'allais dire qui continue à sortir, puisqu'il sera en 3 parties. Ce n'est pas prêt de s'arrêter, surtout que moi ce remake je l'ai adoré, j'adore la direction dans laquelle Square Enix part, en tout cas avec celui-ci. Voilà, j'espère avoir l'occasion un jour de vous présenter en vidéo tous les objets un petit peu qui peuvent être liés à ce Final Fantasy VII Remake et ses suites, ses futures suites. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode du journal de bord d'un collectionneur. En attendant, n'oubliez pas, la collection, ça se partage.